Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Joël François, je suis réalisateur de fiction, de courts et de moyens métrages. Je suis aussi royaliste et là je travaille sur un petit sujet, un petit projet, ou même un grand projet, qui va mêler les deux identités, le réalisateur et le royaliste. Alors justement, ce projet s'appelle Kevin Ier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors Kevin Ier, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas encore sous cette forme-là. C'est un long métrage de fiction dont les personnages principaux vont être deux militants royalistes. C'est un long métrage qui va parler du roi, qui va montrer les milieux royalistes. Et c'est un long métrage qui prend pas la forme d'un film de propagande. C'est pas extérieurement une œuvre militante. C'est donc un film qui, dans Bon Désir, permettra d'aller vers un plus large public. C'est un film qui est tourné dans un cadre de micro-budget, c'est-à-dire avec relativement peu de sous, mais qui est un vrai film, qui a la qualité cinématographique d'un vrai film, et qu'on pourra, entre royalistes, s'offrir. Ça nous changera des boutons de manchette et des cravates à fleurs de lys. Et je pense que ça intriguera parce que comment dire, il y a une curiosité, les milieux royalistes intriguent. Le cinéma traditionnel est incapable de se saisir un petit peu de ces choses-là. Ils n'ont pas les codes, ils ne savent pas faire, ils ne connaissent pas. Et donc je pense qu'il y aura aussi un plus vaste public qui ne sera pas rebuté par l'aspect comédie, qui pourra y aller. Est-ce que le film sortira au cinéma? Est-ce qu'on pourra aller le voir dans une salle ou est-ce qu'il... Ça va se faire en plusieurs temps en fait. C'est-à-dire que la sortie d'un film, elle est codifiée en France. Il faut avoir le tampon, il faut avoir ce qu'on appelle un visa d'exploitation. Et il y a plusieurs conditions qui rendent possible ou impossible l'obtention de ce visa. Mais si, comment dire, c'est une série de cercles successifs. Si on a déjà eu un premier succès dans un premier cercle, on peut bâtir une légitimité qui permet d'avoir ce visa. L'une de ces conditions, c'est tout simplement les conditions de financement du film. C'est-à-dire qu'en France, il y a quelque chose d'assez administratif. Tu ne peux pas faire un film si tu ne respectes pas les conditions de la convention collective du métier du cinéma. C'est-à-dire si tu ne payes pas les gens un certain prix. Et ce prix est assez élevé parce qu'il y a un petit calcul qui s'est fait il y a quelques années pour monter la barrière d'accès, pour limiter le nombre de personnes qui font des films. Bon, c'est un peu sournois et actuellement il y a beaucoup de réalisateurs qui se rendent compte que cette convention rentrant en pratique, ils sont dans un corner et ils en appellent au gouvernement pour avoir plus d'argent. Moi je n'en appelle pas au gouvernement, je me débrouille autrement. Mais l'absurdité de la situation, c'est que si tu es réalisateur, que tu as un projet, que tu as des comédiens qui n'ont pas de travail, ils ont souvent peu de travail, qui te font confiance, qui trouvent le projet intéressant, que tu trouves des techniciens qui eux-mêmes sont désœuvrés, vous avez tous envie, que vous signez un papier en vous disant écoutez, on va partager, on va se mettre en participation, toi tu apportes ça, tu auras telle part dans les recettes du film, ben, tu n'as pas le droit de le faire. Ou tu as le droit de le faire, mais tu n'as pas le droit de le présenter, parce que tu n'es pas dans les clous. Maintenant, quand un film obtient déjà un certain succès, quand il a une renommée, quand il est vu par un petit groupe, il est possible qu'une boîte rachète le film et le mette en conformité avec cette législation pour le sortir sur des grands écrans. Donc moi je table là-dessus, c'est-à-dire un succès à différents niveaux. Il y a d'autres niveaux également qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui ne le sont pas, qui sont des moyens de faire vivre un film. J'ai une grande amie, une amie de fac, une amie de 30 ans, qui a une boîte de vente de droits de films, qui vend des films sur des marchés étrangers. Elle fait l'Amérique du Sud et les pays de l'Est, c'est comme ça, c'est l'identité de sa boîte. Et donc on peut très bien imaginer que c'est un film qui peut rayonner aussi à l'étranger. C'est-à-dire que quand on va voir un film étranger, quand on va voir un film autre qu'américain, si tu vas voir un film moldave, tu veux qu'il soit très moldave. Tu ne veux pas que ce soit un film d'action où des Moldaves se prennent pour Starkey Hutch. Tu veux voir la Moldavie, tu vas voir un film ouzbek, tu vas voir l'Ouzbékistan. Et je pense que, vu de l'étranger, la royauté française s'est perçue comme étant quelque chose de fort, qui a existé, qui a une dimension très particulière, supérieure à beaucoup d'autres royautés. Et par ailleurs, on sait que les Français sont très attachés à leur révolution, à leur Marseillaise, ils la ramènent tout le temps, à leur drapeau.
Et donc je pense qu'il y a une espèce de bug, les gens doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'on peut sur cette curiosité intéresser un public limité, un public de centre-ville cultivé, éduqué, mais dans nombre de capitales, et ça participe globalement au rayonnement du film. Voilà. Il y a peu d'exemples de films pertinents dans la forme, pertinents sur le sujet, qui ne trouvent pas son public, qui n'existe pas. Voilà. C'est le pari que je fais. Moi j'ai des techniciens qui sont des vrais techniciens de Cinoche, j'ai des vrais comédiens de talent, et l'histoire est piquante. Toutes les personnes qui ont lu l'histoire, je les fais lire dans des boîtes de prod, je l'ont trouvée piquante, donc le film marchera, mais ça va se construire graduellement. Alors justement, l'histoire c'est quoi? C'est une comédie, en fait le centre de l'histoire, c'est d'abord deux copains, deux militants royalistes. Le pitch, l'idée c'est, on a vraiment souhaité quelque chose, on a ardemment milité pour quelque chose, et on se rend compte après 30 ans de militantisme que ça ne marche pas. Donc, mais on s'en rend compte vraiment de façon solide, et il y a un ressort qui est brisé. Et donc la question c'est comment on repart quand il y a un ressort qui est brisé, c'est pas évident. Et le problème pour ces deux hommes qui s'aiment beaucoup, qui ont du plaisir à être ensemble, c'est que leur façon d'être ensemble c'était de militer. Donc c'est aussi faire une croix sur ce plaisir-là. Et donc ils vont, je ne sais pas si je raconte bien l'histoire, ils vont trouver une façon, ils vont dépasser cette contradiction, parce que tout ce qu'ils imaginent, tous les plans, bon, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela, rien ne fonctionne, quoi. Le retour du roi, c'est pas pour demain. Et ils vont faire un petit détour par l'imaginaire, vont faire un petit détour par la déraison. Ils sont sains d'esprit, mais en toute conscience, ou en toute inconscience, ils vont délibérément choisir quelque chose de fantasque, et ils vont y croire. Ils vont se persuader que tel jeune homme, qui est absolument lambda, qui n'a aucune qualité, est le fils de Louis XVII, que Louis XVII lui-même vient de décéder à plus de 200 ans, que la garde de Louis XVII s'est transmise de génération en génération. Il y a eu des geôliers qui n'ont pas eu auxquels on n'a pas donné la réponse, qu'est-ce qu'il fallait en faire du petit, et le petit il est devenu grand, et ils se le transmettent. Il a une grande longévité, nos rois sont des gens exceptionnels, donc il a une grande longévité, il a fêté ses 200 ans, et ils sont toujours en train de le tenir en captivité, tel Natacha Campouche à l'arrière, dans le fin fond, dans le soubassement de leur pavillon. Voilà. Ça, c'est le pitch, le gros de l'histoire. Donc les deux militaires royalistes vont essayer un petit peu de le former, entre guillemets. Ben voilà, je m'en donne à cœur joie. C'est-à-dire que puisqu'ils vont essayer de le former, c'est le moyen de parler un petit peu de ce que c'est de ce que doit être un roi, et de ce que doit être sa formation. Ils ont un public tout trouvé pour lui révéler 2-3 trucs.